Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette première vidéo de l'année 2023, un premier point de marché de l'année 2023. Donc au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 7 janvier, le samedi 7 janvier. Et sans plus attendre, on va attaquer les hostilités. Alors, une grosse semaine, une grosse semaine. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi animé, notamment sur les marchés actions. Et j'intitule cette vidéo Zelda Breath of the Bull CAC, donc en référence au jeu Zelda. Moi, j'adore les jeux vidéo, notamment Zelda, qui est un jeu d'aventure, un jeu de stratégie que j'aime beaucoup. Évidemment, le vrai titre du jeu, c'est Zelda Breath of the Wild, respiration de la nature, de la nature sauvage. Et moi, j'ai appelé ça Zelda Breath of the CAC, parce que, évidemment, ça a été la semaine, ce début d'année 2023, c'est la semaine du CAC 40 qui a été le meilleur indice de tout. C'est vraiment de l'ensemble des classes d'actifs et l'ensemble même des indices actions, c'est le CAC 40 qui s'est distingué. Et je vais justement vous expliquer les raisons, parce qu'il y a des raisons. Moi-même, j'ai été surpris, je ne pensais pas que ça serait comme ça, mais ça a été vraiment la semaine du CAC 40, des grandes entreprises, des multinationales françaises. Et effectivement, je fais le référence au jeu Zelda parce que voilà, ça donne vraiment l'impression qu'on a eu des opérateurs de marché, des gérants qui en gros veulent attaquer directement le boss de fin de partie sans même finalement se constituer un équipement d'armes. On va directement, straight to the point, comme on dit, et je vais vous expliquer tout ça. Alors, je commence bien évidemment par les disclaimers, donc faire attention, l'investissement est toujours risqué, ça n'existe pas un investissement sans risque, ça n'existe pas, à part le livret A, mais qui n'est pas vraiment un investissement, c'est un compte où on place l'argent, l'épargne de précaution, mais tout le reste, un investissement sans risque, c'est quelque chose c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Même à la limite, même quand vous retirez de l'argent des billets et que vous le placez chez vous dans un coin, il y a un risque. Un premier, c'est l'inflation, et le deux, c'est de vous faire cambrioler. Donc le sans risque, c'est une vue de l'esprit. Donc n'hésitez pas à vous former ou à vous rapprocher d'un conseiller en investissement qui pourra vous accompagner. Alors, sans plus attendre, on attaque l'actualité. Alors, une actualité un peu plus chargée que j'aurais pu le penser. Alors, la première des actualités, ça a été l'actualité météorologique. On n'a jamais vu une météo aussi clémente de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, effectivement, mis à part, il y a eu un épisode très froid aux États-Unis à la fin de l'année 2022, durant Noël 2022, avec des températures ressenties à moins 55, de la neige, y compris à Dallas, mais ça a été une petite parenthèse. Pareil, en Europe, on a eu du froid, un froid assez mordant courant décembre, mais ce n'est pas la règle. Depuis maintenant depuis Noël, on a vraiment une douceur printanière. Moi, j'ai passé le nouvel an à Bordeaux. Vous voyez, je parle de Dogue de Bordeaux, mais Bordeaux, c'est une ville que j'aime bien, donc j'ai rien contre Bordeaux. Euh, euh, Disons, on n'avait même pas besoin de manteau, on était en demi-manche, il faisait 20 degrés avec du soleil. Le 31, à la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, on pouvait se balader en t-shirt le long des berges de la Garonne. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et ça dure, c'est une douceur qui dure. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On a un effondrement des prix du gaz et une baisse marquée des prix du pétrole. Et paradoxalement, les pays occidentaux, même les pays européens, n'ont jamais eu de réserve de gaz aussi élevée. C'est un paradoxal parce on est en froid glacial avec la Russie, il y a un embargo avec la Russie, donc on aurait pu s'attendre vraiment à une pénurie de gaz. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Européens ont anticipé le fait qu'ils allaient faire un embargo sur le gaz russe et le pétrole russe en stockant, en faisant des stockages, en prévision aussi à un hiver qu'on annonçait qui serait très dur. Et finalement, on a un hiver qui n'a jamais été aussi doux pour le moment depuis que les données météorologiques existent. Et donc, conséquence de ça, on a
une surabondance de gaz et aussi, dans une moindre mesure, du pétrole. Ça, c'était ça, on va le voir, c'est plutôt bon pour les marchés. Deuxième bonne nouvelle, l'inflation française. Alors, on a eu une baisse surprise du taux d'inflation en France à 5,9%. Donc, ça y est, 5,9%. Donc, l'inflation sur 2022, elle est connue. Alors, elle peut être révisée légèrement, mais on a, ça y est, le chiffre annuel de l'inflation 2022 qui s'élève à 5,9%, ce qui, là encore, est beaucoup moins catastrophique qu'on aurait pu le penser. On aurait pu s'attendre à 10% d'inflation. Puis finalement, ça ressort à un niveau qui n'est pas si horrible que ça. Alors évidemment, malheureusement, pour toutes les personnes qui ont eu moins de 5,9% de revalorisation salariale en 2022, l'année 2022, pour elle, a été une baisse de pouvoir d'achat. Voilà. Tout ça, je vous l'ai dit, courant 2022, n'hésitez pas à changer de travail, à négocier fortement votre salaire à la hausse. Changez de travail si vos responsables hiérarchiques ne veulent pas vous concéder. Il y avait en 2022 un vrai déséquilibre entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Troisième point, troisième actualité, c'est un peu moins réjouissif, c'est la politique monétaire américaine. La Réserve fédérale a prévenu que les taux ne baisseront pas de sitôt. Et ça a freiné quelque part, durant la grosse partie de la semaine, ça a freiné l'envie des marchés actions américains de rebondir. L'actualité géopolitique, ça c'est encore favorable aux Européens. Les choses semblent se calmer sur le front européen. Alors est-ce qu'on est vraiment dans une phase de fin de conflit? Vladimir Poutine a demandé à décréter un cessez-le-feu en Ukraine, ou est-ce que c'est le calme avant la tempête, avant une nouvelle poussée de fièvre entre la Russie et l'Ukraine, peut-être plus généralement entre le bloc Russie-Chine et l'OTAN? Là encore, tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez les optimistes, notamment les marchés, qui pensent que le conflit en Ukraine est en train de finalement de rentrer dans une normalité, on est plus proche de la fin que du début. Et vous avez d'autres personnes, d'autres spécialistes. Moi, je ne suis pas un expert en géopolitique, comme par exemple Philippe Fabry, que je cite, qui pense que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est que le début d'une confrontation géostratégique globale, j'utilise ces termes, et qui malheureusement va nous entraîner vers un conflit de haute intensité entre deux gros blocs qui s'équilibrent à peu près, avec la Russie, la Chine d'un côté et l'Europe et les États-Unis de l'autre, avec deux pays qui pourraient basculer, la Turquie et l'Inde, qui a priori, toujours selon Philippe Fabry, pourraient basculer dans le camp entre guillemets occidental et provoquer la fin de ce conflit. Mais ça, c'est pas à horizon quelques semaines ou quelques mois. Voilà, donc il y a deux visions. Il y en a qui pensent que ce conflit Ukraine-Russie, c'est juste un petit temps calme avant, avant une reprise beaucoup plus brutale du conflit. Et d'autres qui pensent que ça y est, tout va rentrer dans l'ordre. L'actualité économique, c'est la Chine qui fait volte-face et passe du zéro Covid à le tout Covid. Et donc ça, c'est plutôt positif, notamment pour les valeurs du luxe européennes. Donc ça, c'est encore un point positif, notamment pour le CAC 40, puisqu'on sait que le CAC 40 est surpondéré par les valeurs du luxe. Et on a eu des chiffres magiques aux États-Unis avec, alors ça, on se demande même si les chiffres n'ont pas été inventés. On a à la fois des chiffres de l'emploi en amélioration, une baisse du taux de chômage à 3,5% à un niveau historiquement bas. Donc ça, c'est très bon pour l'économie, très bon pour la croissance économique. On se dit que tiens, l'économie américaine résiste aux hausses des taux et donc peut-être qu'on échappera à la récession. Et en même temps, alors c'est ça qui est magique, on a des statistiques qui font apparaître une baisse des salaires aux États-Unis. Bon, c'est là que moi je suis un petit peu perplexe. On a une baisse du chômage et en même temps les salaires baissent. Bon, a priori les salaires devraient monter. S'il y a plus de tension sur le marché de l'emploi, il y a énormément d'offres pour peu de candidats, un taux de chômage très bas, normalement, l'offre et la demande fait que le salaire devrait baisser. Or là, on a les salaires qui baissent. Donc là, c'est génial parce que si les salaires baissent, ça veut dire que l'inflation va baisser. Baisse des salaires aux États-Unis, c'est la statistique, c'est pas moi qui l'ai inventé, baisse des prix du gaz et du pétrole, donc forcément anticipation de baisse
de l'inflation. Et là, évidemment, pour les marchés, c'est le scénario idéal, le scénario boucle d'or, avec une inflation qui baisse comme par miracle, tranquillement, et avec l'absence, pour le moment, de risque de récession. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, on aurait une croissance qui se maintiendrait, une croissance déflationniste. Et ça, c'est génial. C'est magique. C'est souvent des périodes qui ont été extrêmement prolifiques pour les marchés. Moi, je suis un peu perplexe quand même, mais c'est un petit peu, voilà, ce sont les chiffres qui sont tombés et bah, les marchés, évidemment, hein, ils interprètent les chiffres, hein, ils ne font pas d'état d'âme. Autre point important, c'est l'actualité politique et sociale, notamment en France. Et ça aussi explique peut-être le CAC 40. Le gouvernement essaye de faire passer de nombreux textes désavantageux pour les classes moyennes et populaires et qui sont plutôt pro-CAC 40. Je vais vous les expliquer. On a d'abord une diminution sensible des durées d'indemnisation chômage qui passent de 2 ans à 1 an et demi et voire même à 1 an. Hein. Il y a un texte qui, en gros, que le gouvernement veut faire passer en force, qui dit que si jamais le chômage descend en dessous de 9%, ce qui est le cas aujourd'hui, le chômage passerait de 2 ans à 1 an et demi. Et si jamais le taux de chômage descend en dessous des 6%, et à mon avis, l'INSEE va bien nous sortir un chiffre qui va dans ce sens, l'indemnisation de chômage passerait de 1 an et demi à 1 an ou 1 an et 2 mois, je ne me souviens plus des chiffres, hein, ça change. On pourrait avoir une durée de chômage qui est divisée par deux très rapidement. Donc ça, évidemment, ça va créer l'objectif du gouvernement, ça va créer un afflux de demandeurs d'emploi qui, au lieu de se dire on a encore le temps pour chercher un travail, vont se précipiter sur le marché du travail pour trouver un emploi avant l'expiration de leur droit au chômage. Donc, premier point. Deuxième point, augmentation de l'âge de départ à la retraite qui devrait passer à 64 ans puis à 65 ans. Donc ça, Emmanuel Macron en a même parlé durant ses vœux de 2023. Et ça, évidemment, là encore, ça va créer, en fait, ça va pousser plus de personnes, au lieu d'aller à la retraite, à retrouver, à chercher un emploi. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal, et ça j'ai discuté avec une chasseuse de tête, parce que je discute pas mal, voilà, j'ai un beau carnet d'adresses, un bon réseau, je discute pas mal avec des candidats, des chasseurs de tête, des recruteurs, voilà. Et j'ai discuté avec une chasseuse de tête qui est basée à Londres, qui connaît très bien le marché anglais, qui connaît très bien le marché français. Par contre, aucune contrainte aucune contrainte ne pèsera sur les entreprises pour les forcer à embaucher des seniors. Hein, elle a clairement indiqué, hein, elle m'a clairement dit, en France, dans énormément de secteurs, on, on met une croix, hein, les entreprises mettent vraiment des freins pour embaucher des seniors. Donc évidemment, on repousse l'âge de départ à la retraite, donc on tend à mettre plus de seniors sur le marché de l'emploi, mais en même temps, aucune contrainte sur les entreprises pour embaucher ces seniors. Et là encore, hein, de l'aveu de la personne, hein, du chasseur de tête, hein, là encore, c'est pas moi qui le dis, la France est un des pays qui discrimine le plus sur l'âge. Hein, c'est contrairement à ce qu'on pense, en France, on ne discrimine pas tant sur le sexe ou sur l'origine ethnique. Alors, à part peut-être quelques secteurs, quelques micro-secteurs, peut-être on va peut-être préférer un blond, plutôt que quelqu'un d'origine d'une immigration, peut-être quelques petits secteurs. Mais le gros de la discrimination en France, c'est l'âge. L'âge est un gros facteur discriminant. Et là, bizarrement, le gouvernement ne veut mettre aucune contrainte là-dessus. J'avais déjà écrit à ma députée, parce que bon, ok, c'est bien de repousser l'âge de départ à la retraite, mais hey, le problème, c'est que si on ne met aucune contrainte sur les entreprises pour qu'ils arrêtent les discriminations sur l'âge, bah c'est voilà. Mais voilà, là, on tend à mettre plus de candidats disponibles sur le marché. Troisième réforme que veut faire passer le gouvernement, l'obligation des bénéficiaires du RSA de travailler un certain nombre d'heures par semaine pour continuer à bénéficier du RSA. Donc là encore, en apparence, c'est bien, beaucoup de gens, enfin, sur les sondages, les gens disent c'est bien, il y a des profiteurs au RSA, il y a des gens qui profitent, etc. Il faut qu'ils arrêtent de profiter de la collectivité, de la solidarité nationale pour travailler.
Donc ça, effectivement, en apparence, c'est ce que les gens vont dire, c'est ce que le gouvernement vend. Maintenant, quand on regarde plus en détail, les personnes bénéficiaires du RSA devront, pour garder le RSA, travailler quasiment une vingtaine d'heures par semaine. Donc à mi-temps. Elles devront travailler à mi-temps pour avoir, et là, écoutez bien, regardez bien la subtilité, pour toucher le RSA, elles doivent travailler à mi-temps. Or, le RSA, même si on peut dire, oh là là, oui, c'est de l'assistanat, etc., mais le RSA, il est 3 fois inférieur au SMIC. Et c'est là, en fait, la mécanique. C'est que vous obligez des gens à travailler à mi-temps, mais pour une rémunération, une aide, 3 fois plus basse que le SMIC. Donc, vous voyez un petit peu ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'y avoir une pression sur les personnes qui travaillent au SMIC avec des entreprises qui se disent bah, pourquoi j'embaucherai des gens au SMIC, autant faire travailler des gens au RSA qui coûtent 3 fois moins. Certes, je les ferai travailler 2 fois moins, mais elles seront payées 3 fois moins. Donc c'est parfait. Et donc là encore, ça contribue à mettre sur le marché de l'emploi des personnes au RSA. Ça les oblige à venir sur le marché de l'emploi. Et enfin, quatrième point, c'est la création de partenariats entre Pôle emploi France avec Pôle emploi Algérie, Maroc et Tunisie pour favoriser l'immigration dans les secteurs en tension. Et là encore, a priori, on pourrait se dire, c'est très bien de donner la chance à des personnes qui vivent dans des pays aux conditions plus dures que chez nous. Moi-même, je suis originaire de l'immigration, donc c'est très très bien. Mais quand on analyse l'ensemble de ces réformes, quand on prend un peu de hauteur, on se dit, OK, c'est bien de lutter contre l'assistanat, de favoriser des personnes qui ont du potentiel, une force de travail hein, qui est très très forte. Hein. Moi, j'ai énormément d'amis maghrébins. Il y a un énorme potentiel de travail. Hein, voilà, donc c'est très très bien. Mais on voit bien que si on prend toutes ces 4 réformes l'une dans l'autre, on repousse l'âge de départ à la retraite, on baisse la durée d'indemnisation au chômage, on oblige les bénéficiaires du RSA à travailler à mi-temps et on crée des partenariats avec Pôle emploi au Maghreb sur des secteurs en tension. L'aboutissement de tout ça, c'est créer une pression à la baisse sur tous les bas salaires et surtout les salaires de la classe moyenne et de créer une armée de réserve pour, là je vais utiliser des termes peut-être qu'utilise François Ruffin et tout, pour le grand capital. Et ça, c'est génial pour les entreprises du CAC 40. Elles vont avoir une main-d'œuvre, une main-d'œuvre bon marché avec une concurrence. Hein. Les smicards seront en concurrence avec les gens du RSA, les seniors qui ne peuvent pas aller à la retraite seront en concurrence avec les jeunes, entre guillemets, les Français ou même les personnes originaires de l'immigration actuellement sur le territoire français seront en concurrence avec des personnes qui pourront prétendre venir travailler en France, qui viennent d'Afrique du Nord. Donc, on va mettre toutes ces personnes en fait en concurrence au grand bonheur des entreprises du CAC 40 qui pourront entre guillemets exploiter cette main d'œuvre bon marché qui n'aura pas énormément de capacité à monter, à demander des revalorisations de salaire parce que toutes ces personnes seront en concurrence les unes avec les autres. Et ça, c'est hyper important, personne n'en parle. Mais ça c'est quelque chose qui est très très important à connaître. Hein. Voilà, je suis pas là pour me plaindre, pour verser des larmes sur entre guillemets le petit peuple, les classes moyennes, mais c'est un fait. On a un gouvernement qui est très pro CAC 40. Je ne vais même pas dire pro entreprise parce que les petites PME, je ne suis pas sûr qu'elles profitent des largesses du gouvernement, pas les médecins, les petits cabinets. Par contre, effectivement, pour les grosses entreprises du CAC 40, on a vraiment une politique gouvernementale qui est très en faveur de ces entreprises. D'ailleurs, on le voit, prenez la sémantique, ça c'est important. Bruno Le Maire exhorte les gaziers, les pétroliers, à faire un geste en faveur des prix du gaz et du pétrole pour la population. Il exhorte. Il exhorte. Et moi j'ai besoin d'argent. Imaginons j'ai besoin d'argent. Je vous exhorte à me faire un petit don parce que j'ai du mal à boucler les fins de mois. Je vous exhorte. Aucune obligation. Par contre, Emmanuel Macron, il n'exhorte pas les Français à prendre leur retraite plus tard. Il décrète que les Français doivent partir plus tard à la retraite. Il décrète que
les gens au chômage ne percevront le chômage que durant 1 an et demi au lieu de 2 ans, voire même au lieu d'1 an au lieu de 2 ans. C'est un décret. On voit bien un peu le double langage. On exhorte, parce que bon, il faut bien que politiquement ça passe, on exhorte les grands groupes du CAC 40 à faire voilà, quelques petites concessions. Par contre, on légifère sur les classes moyennes et les classes populaires. Ça, moi, je ne suis pas du tout d'extrême gauche. D'ailleurs, j'ai jamais mis un bulletin dans une urne en tant que pour l'extrême gauche, parce qu'on pourrait croire que mon discours est d'extrême gauche. C'est un discours, ce sont les faits. Moi, je suis là pour faire, je suis un investisseur. Et ça, évidemment, pour les investisseurs du CAC 40, c'est génial, parce que ça veut dire que plus de pression à la baisse sur les salaires, on comprime les revendications salariales et donc plus de marge pour les grands groupes du CAC 40, donc plus de dividendes aux actionnaires et des perspectives de croissance des bénéfices et des cours du CAC 40. Et ça, évidemment, les marchés le voient. Moi, je suis là juste pour commenter les marchés, je ne suis pas là pour voilà, je n'ai pas de parti politique. Donc tout ça pour vous dire que c'est très important de faire travailler votre argent. Ça c'est vraiment, je le donnerai le conseil, je rappellerai le conseil en fin de vidéo, mais ça, c'est vraiment très important de ne pas compter uniquement sur sa force de travail personnelle, mais aussi de mettre l'argent que l'on gagne via le salaire, de le réinjecter dans l'économie, non pas seulement par la consommation, mais aussi par l'investissement. C'est très important d'investir parce que le delta, l'écart de patrimoine, va davantage se faire entre ceux qui investissent et ceux qui n'investissent pas qu'entre celles et ceux qui arrivent à avoir des augmentations et celles et ceux qui n'ont pas d'augmentation. Donc voilà, en conclusion de cette actualité, hein, toutes ces réformes ont pour effet de créer une armée de réserve sur la main-d'œuvre peu qualifiée qui mettra une pression à la baisse sur les salaires des premières lignes, donc les premières lignes que Emmanuel Macron voulait cajoler, au grand bonheur des multinationales du CAC 40 qui pourront y puiser sans modération. Bon, voilà. Et là, c'est un fait. Moi, je ne suis pas là, je suis pas d'extrême gauche, hein, si certains peuvent se poser des questions, mais c'est un fait. On a un gouvernement qui ne tapera jamais sur les entreprises, notamment sur les grandes entreprises. Contrairement aux Américains, paradoxalement, qui n'hésitent pas à... on a des discours très durs hein, de Jérôme Powell, des gouvernements de l'administration Biden démocrate, qui tapent vraiment sur les entreprises, qui accusent les entreprises de profiter de l'inflation pour augmenter leurs profits. Donc on a un discours très dur vis-à-vis des entreprises et c'est ce qui explique pourquoi le Dow Jones, surtout le S&P et encore plus le Nasdaq, sont en souffrance en 2022 et continuent à tirer la langue en 2023, alors que le CAC, lui, il part au sommet. Voilà un petit peu pour cette actualité, hein, donc assez chargée et plutôt, vous voyez, favorable au marché actions, notamment au marché actions français. Alors, on va passer maintenant aux classes d'actifs. Sur les obligations, on a eu des taux français qui, après avoir culminé à plus de 3% en 2022, redescendent légèrement. Oui, on a eu des chiffres d'inflation plus bas qu'attendu, 5,9. Or, les taux d'intérêt d'État, c'est un taux sans risque, c'est lié au taux court, plus ce qu'on appelle une prime de risque liée à l'inflation et à la croissance. Or, comme les perspectives d'inflation ont diminué, ça fait baisser les taux français. Alors, aux États-Unis, on n'a pas eu forcément des chiffres d'inflation, donc évidemment, les taux aux États-Unis n'ont pas fait grand-chose cette semaine. On a toujours une courbe des taux américaine qui est inversée. Alors, c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'on a d'un côté des chiffres de l'emploi qui laissent à penser que l'inflation, c'est pas que la récession n'est pas pour demain. Et pourtant, on a une courbe des taux américaine qui reste inversée, qui pourrait laisser penser qu'on aurait une récession et même une récession sévère. Donc là, vous voyez, tous les indicateurs ne vont pas forcément dans le même sens. Et c'est ce qui m'appelle à être prudent. Hein, je vous donnerai dans mes conseils, il faut être prudent, il ne faut pas s'emballer. Alors, je vais passer très vite sur les spreads de crédit. Pas grand-chose à noter, hein, que ce soit le spread entre la France et l'Allemagne ou entre l'Italie et l'Allemagne. Sur le marché d'échange, le Forex, pas grand-chose à noter. L'euro-dollar qui fait du yo-yo entre 1,05 et 1,07. Sur la livre, sur l'euro franc suisse, pas grand-chose. Hein, on est entre 0,98 et 0,99. Et sur la livre sterling, on est un peu au-dessus de 0,88.
Alors maintenant, on passe aux actions, hein, le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo, hein, sur Zelda, le CAC 40, hein, la star, hein, c'est la star de toutes les classes d'actifs, de tous les indices, le CAC 40. Regardez, hein, le CAC 40 ici qui clôture l'année 2022 à 6470 points et qui termine en une semaine, qui passe de 6470 points à 6880 points. Là, le petit graphique a du retard, on est même à 6880. Il a pris 400 points en une semaine, hein, quasiment 100 points par jour. Hein. C'est énorme, c'est extrêmement violent. Toutes les résistances sont éclatées les unes après les autres. La barre des 6500 a explosé. 6600, 6700, qui était une grosse zone de résistance, elle a volé en éclats. Et même, hein, la zone des 6800, 6850, elle est en passe d'être franchie. Il est possible qu'on ait un gap à la hausse ce lundi 9 janvier. Bon, il faudrait quand même qu'on marque le souffle et on a cette impression que les gérants, parce que bon, bah, ceux qui font la valorisation du CAC 40, ce pas des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des petits particuliers qui placent 100 euros, 1000 euros, qui font exploser le CAC. On a des grosses mains, pour reprendre les termes de Philippe Béchade, on a des grosses mains, des gérants qui vont directement, qui poussent le CAC à la hausse et on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des joueurs, hein, sur Zelda qui jouent, qui veulent aller directement défier le boss de fin de partie, hein, Ganon, hein, pour les passionnés de Zelda, sans même aller se ravitailler au point de passage. Voilà, alors certains arguments, hein, il y a Athos, hein, aussi, hein, en microéconomie. Hein, d'ailleurs, ça a été le prétexte. En lundi, les marchés américains étaient fermés. Et dès lundi, le CAC 40 a pris plus de 1%, alors que tous les marchés étaient fermés. Hein, le CAC était un des rares. Le prétexte, c'était Athos, comme par hasard, hein, le 2 janvier, Airbus qui devrait prendre des parts dans Athos. Et là, ça a fait monter, a fait flamber Athos et une partie de la cote du CAC 40 a suivi à la hausse. Mais ça paraît assez louche. On a vraiment l'impression qu'on a des gérants actions qui jouent à Zelda, qui veulent, alors là encore, pour celles et ceux qui connaissent Zelda, Breath of the Wild, hein, c'est Breath of the CAC ici. En gros, à peine qu'ils aient fait les petites missions au début, en tout début de Zelda, vous avez 4 sanctuaires, hein, 4 missions à faire. Et une fois que vous avez fait ces 4 missions, vous pouvez en théorie aller directement au château d'Hyrule, pour vaincre le Big Boss. Sauf qu'en réalité, en fait, dans Zelda, en réalité, si vous voulez vaincre le boss de fin de partie, l'idéal, c'est de faire les 120 missions, parce qu'il y a 120 sanctuaires, 120 missions à faire, et 4 grosses missions, ce qu'on appelle les créatures divines pour les fans de Zelda, 4 grosses missions. Ça, c'est l'idéal avant d'aller buter le boss de fin de partie. Il y a quand même pas mal d'aventures à faire avant d'aller se mesurer au big boss de fin de partie. Là, on a des gérants qui attaquent directement la résistance. Et la résistance de fin de partie, c'est la zone des 7150 qui permettrait au CAC 40 de combler toutes les pertes de l'année 2022. Et là, on a des gérants actions qui veulent en découdre, qui veulent pousser l'indice carrément à ses plus hauts, enfin, à ses niveaux de fin de 2021. C'est exactement comme dans Zelda, si après avoir fait les 4 premières missions, alors celles-ci elles sont obligatoires, il faut les faire, sinon vous ne pouvez pas avancer dans le jeu, et qui, après avoir fait ces 4 premières missions, vont directement au château pour vaincre le monstre sans prendre la peine d'avoir un équipement, de se constituer un équipement de combat. Et c'est un petit peu ça qui me dérange. Alors je veux bien croire que effectivement Emmanuel Macron fait des réformes qui sont très en faveur du CAC 40, mais il faudrait peut-être que les gérants qui poussent le CAC à la hausse, je sais pas, se posent des questions. Est-ce que vraiment on va avoir une baisse de l'inflation tranquille, comme ça, sans avoir une récession? C'est une question que je me pose. Est-ce que la guerre en Ukraine va disparaître comme par magie? Est-ce que les, euh, les gouvernements, l'administration russe, indépendamment de Vladimir Poutine, va laisser l'Ukraine passer sous le giron de l'OTAN, sous le giron occidental, sans réagir? On a une météo qui est super clémente, c'est génial, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'on va pas finir par avoir des pénuries de gaz et de pétrole? Bon, tout est fait en fait, tout se passe comme si finalement les gérants, les opérateurs de marché ont décidé d'occulter tous les risques et de faire comme si de rien n'était en poussant le
CAC 40 à revenir au-dessus de 7000 points, alors qu'on a quand même, je rappelle, des taux qui ne sont plus à 0%. Quand le CAC 40 était à 7000 points, les taux d'intérêt en France étaient à 0. Là, on a des taux à 2,80. Donc les profils des entreprises, quand bien même il n'y a pas de crise, qu'il n'y a rien, il y a rien, bah, les profits de 2021, quand bien même on n'a pas une baisse de profit en 2023, il faut quand même les actualiser avec un taux qui n'est plus à 0, mais un taux à 3. Donc rien que la hausse des taux ne justifie pas un CAC 40 à plus de 7000 points. Ça ne veut pas dire que le CAC n'ira pas à 7000 points, j'ai du CAC 40 en portefeuille. Mais que le CAC aille aussi vite à 7000 points en fermant les yeux sur tous les risques, ça me paraît un peu suspect. Voilà. Et moi, voilà, c'est un peu, voilà, exactement, voilà, j'ai fini mes 4 premières missions sur Zelda et je vais directement attaquer Ganon au château d'Hyrule en pensant que je vais pouvoir vaincre le monstre, le boss de fin de partie, avec un équipement finalement qui est rudimentaire. Et là, on a cette impression, on a des gérants qui foncent la fleur au fusil sans même finalement avoir plus de visibilité sur ce qui nous attend en 2023. Donc moi, je suis perplexe. Et cette hausse du CAC 40, on l'a déjà vu début 2022, on l'a déjà vu. Je vous rappelle que début 2022, le CAC était à 7100 et très rapidement, en quelques séances, première semaine de l'année 2022, boum, le CAC 40 qui va dès jeudi ou le vendredi, justement le premier vendredi de l'année 2022, le CAC 40 qui passe de 7100 à 7400. Et là, évidemment, on voit la suite, tous les gérants qui se sont précipités pour acheter du CAC 40 à 7002, 7003, 7350, bah, ils n'ont jamais revu leurs gains. Ils ont été en perte tout le reste de l'année 2022 et ils sont encore en perte aujourd'hui. Donc attention, attention à ne pas assister, à ne pas revoir le remake du début de l'année 2022 où les marchés actions sont partis en exponentiel, surtout les marchés français. Et là, on a la même chose sur le CAC. Début 2023, c'est la même chose que début 2022. Et là, regardez la suite, on voit le CAC qui progressivement a rebaissé avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc attention, prudence. Mes conseils par rapport à ce qui se passe sur les actions françaises. Alors je vais parler des actions américaines, des autres indices, mais attention à ce qui se passe sur les actions françaises. On a vraiment l'impression d'avoir des gamers, des geeks qui jouent à Zelda et qui veulent aller se confronter directement aux monstres de fin de partie sans chercher à se constituer un arsenal de guerre pour aller défier le boss de fin de partie. Premier conseil, ne tombez pas dans le FOMO, le Fear of Missing Out, qui consiste à paniquer en voyant l'envolée des actions et de vous précipiter pour acheter tout ce qui bouge par peur que demain sera encore plus cher. Attention à ne pas paniquer. Si vous suivez les marchés au jour le jour, vous voyez le CAC 40 monter en exponentiel, c'est tentant de vouloir rattraper le train, prendre le train en marche en achetant comme un malade, en rentrant comme un bourrin sur les marchés actions, avec un risque de vous faire éclater si jamais les marchés se retournent. On a déjà vu de tels mouvements de hausse exponentielle sur d'autres classes d'actifs, comme les GAFAM ou les cryptos, qui se sont terminés en un bain de sang pour les investisseurs. Conseil aussi à celles et ceux qui détiennent des fonds euros dans une assurance vie. Si vous détenez un fonds euro, alors évidemment, si vous détenez juste 300 euros dans un fonds euro en assurance vie avec plein d'UC à côté, bon, voilà, c'est pas, ça ne vous concerne pas. Mais si une grosse partie de votre épargne est dans des fonds euros en assurance vie, contactez votre assureur. Même dans les fonds euros qui sont garantis par les assureurs en échange d'un taux de rendement faible, mais sécurisé, les gérants, ça il faut le savoir, moi je connais bien ce monde-là, les gérants peuvent investir dans des actions pour booster le rendement. Donc même dans les fonds euros qui vous garantissent un taux faible, modeste, en échange d'une sécurité, les gérants ont le droit, peuvent investir dans les actions, peuvent investir une partie de l'épargne dans des actions pour booster le rendement. Donc ça, il faut le savoir. Souvent, les gens se disent, bon, bah, c'est du fonds euro, l'argent dans le fonds euro des assurances vie, il est investi en obligations. C'est faux.
il est investi majoritairement en obligations, mais en fonction des assureurs, vous avez des assureurs plus agressifs que d'autres, vous avez certains assureurs qui vont acheter, qui vont prendre du risque, qui vont acheter des actions. Demandez à votre assureur l'évolution de l'allocation d'actifs de leurs fonds euros entre décembre 2022 et janvier 2023. L'assureur est tenu de vous communiquer ces informations. Il est obligé de le faire. Si vous avez souscrit à du fonds euro dans une assurance vie et que vous contactez votre assureur, l'assureur doit vous dire ce qu'il a fait dans le fonds euro. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est quand même votre argent, qu'est-ce qu'il a fait? Si le poids de la poche action a augmenté entre décembre 2022 et janvier 2023, quand vous voyez le CAC 40 comment il a augmenté, à mon avis, je pense qu'il y a des assureurs, des gérants actions de certaines compagnies d'assurance vie qui ont dû acheter des actions à ce moment-là. Si le poids de la poche action a augmenté, alors redoublez de vigilance, car cela signifie que l'assureur fait mumuse avec les actions pour essayer de couvrir des moins-values sur les portefeuilles obligataires. Là, je n'invente rien. Au moment où je vous parle, ça c'est mathématique, hein, ça ne sort pas du ciel. Au moment où je vous parle, la plupart des assureurs, des compagnies d'assurance sont en moins-value sur leur portefeuille obligataire. Or, on sait que les fonds euros sont majoritairement constitués d'obligations. Et il est possible, pas tous, hein, que certains assureurs ne soient tentés de se rattraper, de se refaire en spéculant, en investissant sur les marchés actions pour essayer d'avoir des plus-values sur les marchés actions afin de compenser les moins-values sur les obligations. Alors évidemment, ce n'est pas du tout souhaitable. Clairement, moi je serais directeur des investissements dans une compagnie d'assurance vie, je ne ferai pas ça, mais il n'est pas exclu que certains assureurs ne soient tentés de se faire la malle, de faire mumuse avec les marchés actions. Voilà. Or, même si les fonds euros sont garantis par l'assureur, voilà, vous avez un rendement faible, mais qui est sans risque, hein, donc qui est garanti par l'assureur. L'histoire, avec un grand H, a montré que quand un organisme fait des bêtises avec l'argent des particuliers, c'est au final les particuliers qui trinquent. Ça s'appelle le bail-in. Hein. Si vous avez de l'argent dans votre banque et que votre banque fait n'importe quoi, officiellement, vos fonds sont garantis, votre compte courant est garanti, mais si vous avez une, deux, trois banques qui fait des bêtises avec votre argent, sur les marchés notamment, bah, il y a un moment où l'État ne peut pas garantir tous les fonds. Et donc là, on fait ce qu'on appelle un bail-in, on fait appel à l'épargne des particuliers pour éponger les pertes des grosses entreprises, des grosses banques, des grosses compagnies d'assurance. Donc ça, d'ailleurs, il y a une loi hein, qui s'appelle la loi Sapin, Sapin 2, qui permet aux assureurs, si jamais il y a trop de gens qui veulent retirer leur argent des fonds euros des assurances vie, la loi Sapin, alors je parle vraiment des fonds euros, je ne parle pas des UC ou des assurances vie à architecture ouverte, ça c'est encore différent. Hein. L'assurance vie, c'est juste une enveloppe fiscale. Dans ce monde-là, vous avez l'assurance vie à architecture ouverte, qui est en général gérée par un conseiller en gestion de patrimoine, et vous avez les fonds euros qui sont directement gérés par les assureurs. Et la loi Sapin 2 permet aux assureurs de bloquer les retraits sur les fonds euros si vous avez beaucoup de gens qui, au même moment, décident de retirer leur argent de l'assurance vie. Donc, faites attention. Voilà. Il n'y a pas, alors moi je ne crois pas, hein, contrairement à ce que certains disent, à une faillite, hein, on n'est pas du tout au Liban. Voilà, je ne crois pas du tout à une faillite des banques, des compagnies d'assurance, hein, attention, je suis plutôt optimiste là-dessus. Par contre, il n'est pas exclu que certains assureurs fassent des bêtises sur les marchés actions, ne prennent trop de risques sur les marchés actions, et ça peut mettre les particuliers en difficulté. Donc, juste vérifiez, contactez votre assurance, ça ne coûte rien, pour leur demander si ils ont s'ils ont augmenté leur poche action durant ce premier mois de l'année 2023. Et s'ils ont augmenté leur poche action en 2023, notamment sur les fonds euros, hein, sur les UC c'est différent, mais sur les fonds euros, là pour le coup, il faut quand même se poser des questions. Hein. Le fonds euro, il n'est pas là pour faire mumuse sur les marchés actions. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur mes conseils sur les actions
française, c'est assez bizarre, notamment, je vais parler maintenant au marché américain, regardez le Dow Jones, hein. Le Dow Jones, il a été en baisse depuis le début de l'année quasiment toute la semaine et il a fallu finalement de très bons chiffres sur l'emploi, hein, je vous l'ai dit, hein, en début de vidéo, avec à la fois un chômage qui baisse, donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire que la Fed ne va peut-être pas monter les taux, qu'il n'y aura pas trop d'inflation, et en même temps des salaires qui baissent. Donc ça c'est génial, hein, pas de récession, pas d'inflation. Donc, et c'est ce qui a permis au Dow Jones, hein, vous voyez, à la fin, cette barre verte là qui est montée, c'est ce qui a permis au Dow Jones, qui était en moins-value depuis le début de l'année 2023, de repasser en plus-value sur 2023. Et encore, on est en plus-value depuis le début de l'année de 0,87%. Rien à voir avec les 6%, hein, je rappelle, hein, ici, hein, 6,1% de hausse sur le CAC 40 depuis le début de l'année, contre à peine 1% de hausse sur le Dow Jones depuis le début de l'année. C'est pour cela que je suis assez sceptique sur tout ce qui se passe sur le CAC 40. Voilà. Alors sur le Nasdaq, c'est encore pire. Alors le Nasdaq, il est carrément en moins-value depuis le début de l'année, malgré cette hausse qu'on a vue, là encore, grâce aux bons chiffres de l'emploi. On a été sauvé d'in extremis grâce aux chiffres de l'emploi, mais ça a été une semaine terrible sur le Nasdaq depuis le début 2023, avec Tesla, Amazon, Apple qui ont dégringolé encore. Je rappelle que Elon Musk, qui était il y a encore un mois première fortune au monde, a vu sa fortune perdre 200 milliards de dollars en quelques semaines. Donc ça, donc c'est lié effectivement à tout ce qui se passe sur les nouvelles technologies, sur Tesla bien évidemment, mais on a également des politiques américaines qui sont beaucoup plus dures vis-à-vis des entreprises que des politiques françaises. On pourrait penser que la France historiquement a une tradition sociale, alors que les États-Unis ont plutôt une tradition libérale, pro-entreprise. Bizarrement, depuis quelques mois, on a des politiciens américains, des banques centrales, la Fed, qui ont un discours très hard, très dur vis-à-vis des entreprises, alors que paradoxalement, on a un pays comme la France qui est plutôt de tradition sociale, qui a une politique qui est plutôt très pro CAC 40. Alors, je ne parle même pas pro-entreprise, hein, parce que les petites PME, c'est des entreprises, elles n'ont pas l'impression, je pense, d'être aidées par le gouvernement. Par contre, on a des grands groupes du CAC 40 qui sont très aidés par le gouvernement français. Le Nikkei qui a augmenté de 0,9%, donc là encore, c'est une hausse, mais très modérée, hein. La Chine, alors oui, alors la bourse chinoise, oui, effectivement, on a 4% de hausse de la bourse chinoise, mais ça s'explique parce que la Chine, en ce début 2023, est passée du zéro Covid au tout Covid. La Chine réouvre brutalement son économie. Donc on peut expliquer, hein, ces 4% de hausse s'explique par cela. Et il faut aussi mettre en perspective, hein, cette hausse de la bourse chinoise, là, les 4% de hausse que vous voyez là, regardez, hein, c'est qu'une petite paille par rapport à l'effondrement de la bourse chinoise depuis février 2021. Février 2021. Ça fait 2 ans que la bourse chinoise n'arrête pas de dégringoler. On est encore, hein, à 35%, 35% en dessous des plus hauts de début 2021 sur la bourse chinoise. 35% de baisse. Alors que le CAC 40, lui, on n'est même plus à 10% des sommets historiques. Et on n'est plus qu'à 3% enfin, si le CAC 40 grappille encore 3% la semaine prochaine, le CAC 40 aura effacé toutes ses pertes de l'année 2022. Alors que vous voyez que la bourse chinoise, elle est loin d'avoir effacé ses pertes de 2022 et même de 2021. Donc le fait que la bourse chinoise augmente de 4% me choque beaucoup moins que le CAC 40 qui monte de 6%. L'Inde, ça n'a rien, hein, c'était une semaine très flat sur l'Inde, hein, pas grand-chose à noter. Alors oui, l'Afrique du Sud, hein, qui a vu sa bourse augmenter de quasiment 6%, comme le CAC 40, mais là encore, cela s'explique par l'envolée des métaux précieux, hein. Ça a été une très bonne semaine, on va le voir, hein, sur les métaux précieux cette semaine, et là, c'est ce qui explique pourquoi l'Afrique du Sud a vu une bonne semaine. Et sur le Brésil, pas grand-chose. Première partie de la semaine en baisse, suivi d'une deuxième partie de semaine en hausse. Et au final, la bourse du Brésil finit flat sur la semaine. Il y a toujours des incertitudes
sur la politique que va faire Lula, un Lula qui a été intronisé comme président du Brésil cette semaine. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur les marchés actions, avec un CAC 40 qui est vraiment, qui a volé la vedette, hein, qui a tout éclaté. Et on va le voir hein, quand je vais vous montrer ce qu'ont fait les autres classes d'actifs. Aucune classe d'actifs n'a connu la performance du CAC 40. Alors l'or qui a augmenté, hein, l'or a fini l'année en dessous de 1800, de 1800 dollars l'once, et on est à 1864 dollars l'once. On a l'or qui a pris à peu près 4%. C'est très fort, hein, c'est le métal qui a le mieux performé par rapport aux autres, mais on n'est qu'à 3 ou 4%. On n'est pas à 6% comme le CAC 40. Pourquoi? Parce que l'or profite finalement de peut-être la fin des perspectives de hausse des taux aux États-Unis et le ralentissement de l'inflation. L'argent qui a fait du surplace depuis le début de l'année, mais c'est normal, hein, l'argent a connu une fin 2022 en fanfare, et c'est normal que l'argent souffle un petit peu. Pareil pour le palladium, semaine très flat sur le palladium, et le platine hein, qui a augmenté de 10% depuis le début de l'année 2023, mais qui fait suite finalement à une fin 2022 assez compliquée. Donc finalement, sur le platine, s'en tire plutôt bien, hein, une semaine flat sur le platine, mais qui avait connu excusez-moi, j'ai fait un petit lapsus, qui a connu une fin d'année 2022 en fanfare, mais sur début 2023, le platine fait du surplace. Alors, on va passer aux matières premières. Sur les matières premières, alors on a le pétrole hein, qui est en forte baisse hein, de 10% sur la semaine. Là encore, c'est lié à la météo et à l'accalmie sur le front ukrainien. Et surtout, hein, la vedette, hein, c'est le gaz naturel qui s'est littéralement effondré après une baisse de 35% sur les 2 dernières semaines de décembre. Le gaz naturel a chuté encore de 20% rien que sur la première semaine 2023, ce qui aboutit en à peine un mois, le gaz naturel qui s'effondre littéralement de 50%. Et là, ce n'est pas 50% de baisse sur un an, c'est 50% de baisse sur 3 semaines. Donc là, c'est un effondrement des prix du gaz qui revient à ces niveaux, qui est même plus bas qu'avant le début de la guerre en Ukraine. Donc là, on retrouve des niveaux de prix du gaz qui n'ont plus été vus depuis la fin de la crise du Covid. On croyait qu'on serait en pénurie de gaz cet hiver et bizarrement, on se retrouve en surabondance de gaz à cause d'une météo qui n'a jamais été aussi clémente. Merci le réchauffement climatique. Hein. Vous voyez, comme quoi hein, le réchauffement climatique n'a pas que du mauvais, puisque finalement, on s'attendait à des blackouts généralisés électriques en France. Et finalement, on a à la fois une accalmie sur le front de la guerre en Ukraine, une météo exceptionnellement douce. Hein. Moi, j'ai reçu alors pas ma facture de gaz, d'électricité, mais j'ai reçu un comparatif de ma consommation d'électricité cette année, fin 2022, début 2023, par rapport à il y a un an. Bah, c'est simple, ma consommation d'électricité a baissé de 35%, de 40% par rapport à il y a un an. Alors que on ne fait pas non plus tant d'efforts que ça pour moins se chauffer. Mais avec la météo, rien qu'avec l'effet météo, on a une baisse de notre consommation d'électricité de 35% par rapport à il y a un an. Et dernier point, tout le monde disait, et là je vais enfoncer un coin à tous nos déclinologues, tout le monde disait ça y est, c'est la fin des centrales nucléaires en France, etc. Bah, EDF nous a annoncé avoir été capable de remettre 10 centrales nucléaires en remise. On a pu remettre en service 10 centrales nucléaires, ce qui permet finalement de moins tirer sur le gaz. Donc l'action conjuguée de la météo, exceptionnellement bonne,
de la guerre en Ukraine qui ralentit et de la remise en route des réacteurs nucléaires fait qu'on a une surabondance de l'offre de gaz sur le marché français, le marché européen plus généralement, ce qui entraîne évidemment un effondrement des prix du gaz naturel. Et donc évidemment, ça c'est plutôt positif pour l'inflation et pour les marchés. Les prix du cuivre semblent augmenter et ça c'est normal. Ça c'est normal. Pourquoi? Le cuivre est très lié à la Chine. Si vous pariez, si vous pensez que l'économie chinoise va accélérer, alors ça peut être intéressant d'investir dans le cuivre parce que l'économie chinoise est très consommatrice de cuivre. Le blé, pas grand-chose. Le maïs, pas grand-chose. Sur les matières premières, il n'y a pas eu grand-chose à noter cette semaine. On va finir par les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, pas grand-chose à signaler sur le Bitcoin, hein, qui reste entre 16 500 et 17 000 dollars, et sur l'Ethereum, qui reste autour de 1250 dollars. Conseil, conclusion. Alors, ce début de l'année a été très intéressant. Déjà, il marque un vrai revers pour les adeptes de la théorie de l'effondrement. Alors là, tous les gens qui vous disaient pénurie, effondrement, fin du monde, blablabla, blablabla. Hein, l'électricité marche, on a du gaz à foison, on ne sait même plus quoi en faire. Bref, business as usual. Le gaz et le pétrole ainsi que les matières premières alimentaires ne se sont pas du tout envolés. On est loin d'avoir des pénuries cataclysmiques comme annoncé. Alors oui, on peut avoir quelques petites pénuries d'amoxyline, pénuries de moutarde, mais bah, business as usual. Le monde ne s'est pas effondré. Le blackout électrique n'a pas eu lieu. Conseil numéro 1, méfiez-vous des influenceurs qui n'arrêtent pas de vous annoncer la fin du monde. Arrêtez. Oui, il y a des problèmes. Clairement, il y a des problèmes. Clairement, nos gouvernements, nos dirigeants ne sont pas à la hauteur. Et là, je rejoins notamment les personnes comme Charles Gave, comme Olivier Delamarche, qui clairement critiquent nos dirigeants. Clairement, on a une Europe qui n'est pas à la hauteur. On a des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. On a, et j'ai pas peur de le dire, de la corruption. Quand on voit quand même la vice-présidente de la Commission européenne qui a été surprise avec des valises de billets, la grecque, je me souviens plus comment elle s'appelle, la dirigeante grecque, qui est avec une valise de billets avec le Qatar, clairement, on a des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. On a des dirigeants qui sont là davantage pour leur business à eux que, que pour être au service de la collectivité. Et là, je suis clairement d'accord avec Olivier Delamarche, avec Charles Gaff, avec énormément de personnes, avec Charles Sana qui en parle très très bien aussi. On a des dirigeants qui ne sont pas du tout, du tout, du tout à la hauteur. D'ailleurs, très clairement, Emmanuel Macron a été, quand on entend dire Emmanuel Macron, c'est le Mozart de la finance. Moi, j'ai été creusé, en réalité. Emmanuel Macron a été introduit auprès de François Hollande dans les années 2015 par Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault qui a présenté. Donc là encore, c'est choquant. De quel droit un businessman, aussi intelligent soit-il, ne puisse interférer dans la vie politique de notre pays? Hein, qu'il fasse son business, M. Arnaud et les autres, hein, Pinot, tout ça, qu'ils fassent leur business et qu'ils laissent les politiciens gérer le bien-être de la population. Hein, il faut mettre une muraille de Chine entre les businessmen et les politiciens. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Bernard Arnault qui a introduit Emmanuel Macron chez François Hollande. Hein, donc Emmanuel Macron qui a remplacé M. Montebourg, qui n'est pas non plus, hein, c'est pas quelqu'un que je porte essentiellement dans mon cœur, mais Emmanuel Macron a été poussé chez François Hollande par Bernard Arnault et Emmanuel Macron a pu facilement devenir président de la République. Il a eu des médias assez complaisants, des financements qui sont arrivés très rapidement. Donc on voit bien finalement ce capitalisme de connivence entre les milieux du business et le président de la République, enfin les gens qui nous dirigent. Et ça, évidemment, ça rappelle un peu l'Union soviétique, où il y avait des passe-droits entre le business et les dirigeants communistes. Néanmoins, même si le système est vraiment est malade, est vérolé, hein, n'ayons pas peur des mots, les systèmes sont bien plus résilients qu'ils n'en ont l'air.
L'Empire romain ne s'est pas effondré en quelques mois. L'Union soviétique, alors que c'était un système totalement ubuesque, a tenu 70 ans. Dès les années 30, il y avait le stakhanovisme, hein, où il suffisait de chanter l'hymne communiste pour multiplier par deux, par trois sa productivité au travail. Depuis quand il suffit de chanter, d'entonner des chansons pour augmenter sa productivité? Pourtant, on a fait croire aux soviétiques qu'il suffisait de croire aux communistes pour augmenter les statistiques économiques. Donc c'est complètement ubuesque. Pourtant, ça a tenu entre 1930 et 1990, un effondrement de l'Union soviétique, il s'est passé 60 ans. Pareil pour l'Empire romain. Hein, quand Marc Aurèle a laissé la place à Commode, donc l'empereur Commode, qui était le fils de Marc Aurèle, qui pensait qu'à s'amuser, qui pensait qu'aux belles femmes, qui pensait qu'à se rouler dans la fortune, dans l'argent, qui c'était loin d'être un grand, contrairement à Marc Aurèle. Bon, bah, c'était vraiment, voilà, ça rappelle clairement un peu nos dirigeants qui se roulent dans la complaisance. Bah, entre le moment où on a commencé à avoir des empereurs décadents sous l'Empire romain, comme Commode, et le moment où l'Empire romain s'est effondré, le sac de Rome en 410, la chute de l'Empire romain par donc Odoacer qui prend la couronne, hein, qui retire le titre d'empereur à comment il s'appelait, à César, César Junior, je me souviens plus de son nom, à Augustule, Romulus Augustule, pardon, 476, il s'est écoulé 2 siècles. Donc même si les systèmes sont idiots, même si les systèmes sont débiles, ils peuvent tenir. Si ça se trouve, moi, quand je serai sur mon lit de mort, le plus tard possible, l'euro existera peut-être encore, parce qu'ils trouveront toujours des rustines pour faire tenir le système. Donc attention, méfiez-vous des influenceurs qui vous annoncent la fin du monde. Les systèmes sont beaucoup plus résilients qu'ils n'en ont l'air, même s'ils sont dirigés par des gens qui ne sont pas du tout à la hauteur. Du tout à la hauteur. Hein. Moi, je suis pas du tout un partisan de Bruno Le Maire. Par exemple, Bruno Le Maire, bon, qui reconnaît lui-même qu'il a du mal avec les chiffres, alors qu'il est ministre de l'économie, bon, ça fait peur. Bah, pourtant, il est encore là. À l'inverse, à l'inverse, euh, pour le moment, ce sont les adeptes de l'optimisme BA qui donnent de la voix avec des gérants européens qui voient déjà le CAC 40 revenir à 7500. On commence à entendre une petite musique, hein, sur les plateaux avec des gérants qui vous disent clairement que le CAC 40 pourrait revenir à 7500. Là encore, certains arguments sont salutaires, hein, comme la baisse du pétrole et du gaz, hein, et l'éloignement des perspectives de blackout. Tant mieux, hein, moi, je me réjouis le premier. Hein. Ça, c'est bien. Par contre, d'autres arguments sont politiques avec une avalanche de lois en France qui jouent contre les travailleurs et qui consiste à augmenter l'armée de réserve en mettant les salariés en concurrence. Ça, c'est déjà plus discutable. Et enfin, troisième argument, c'est la logique de flux avec certains acteurs, certains gérants qui, à mon avis, font mumuse avec les actions. Donc, conseil numéro 2, privilégier la diversification. C'est pas parce que le CAC 40 a fait plus 6% en ligne droite qu'il faut se précipiter sur le CAC 40 par peur de manquer le train. Ne succombez pas au FOMO et vérifiez auprès de votre assureur vie, hein, si vous êtes détenteur d'un fonds euro, s'il n'a pas augmenté son exposition aux actions au sein des fonds euros. Voilà un petit peu les conseils que j'avais à donner. Donc, soyez mesurés. Soyez mesurés. Oui, on a des dirigeants qui nous déçoivent très clairement. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. On a des dirigeants qui nous déçoivent, mais les systèmes sont beaucoup, beaucoup plus résilients qu'ils ne peuvent qu'en apparence. Et à l'inverse, ne sombrez pas non plus dans l'optimisme BA. Les marchés, certains marchés sont manipulés. Moi, j'ai quelques suspicions sur le CAC 40 notamment. Attention, hein. Voilà, méfiez-vous, ne vous précipitez pas, laissez les choses faire, privilégiez toujours la diversification que faire du all-in sur un actif, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Voilà un petit peu pour cette vidéo, ce point. Maintenant, je vais faire un focus rapide sur mon portefeuille, puisque la vidéo a été assez longue. Alors, ça n'a pas été une bonne semaine pour moi, hein, je suis honnête avec vous. Avec le gaz qui a perdu 20% en une semaine, bah forcément, moi, j'ai sous-performé les marchés actions, en particulier le CAC 40.
Depuis le début de l'année 2023, je suis en baisse de 1,65%. Je perds 1,65% sur sur mon trading, en tout cas. Alors, pas sur mon assurance vie à architecture verte, là, je suis plutôt dans le vert, mais sur ma plateforme de trading que je vous présente, je suis plutôt dans le rouge. Et depuis le 1er janvier 2022, je suis en perte de moins 7,45%. Alors, ce n'est pas dramatique, hein, j'ai déjà été même à moins 9, moins 10%. C'est pas dramatique, mais c'est assez décevant quand on voit que le CAC 40 est maintenant plus proche de ses niveaux de 2021 que moi-même. En revanche, je reste quand même plus proche de mes all-time high que le CAC 40 et que d'autres indices. Pourquoi? Grâce à la diversification qui limite la volatilité de mon portefeuille. J'aurais pu perdre bien plus, vu que le gaz naturel a quand même perdu 20% en une semaine et que moi, j'ai quand même une exposition au gaz naturel. Mais le fait d'être diversifié m'a permis de limiter les dégâts grâce notamment au CAC 40, à l'or et à l'argent. Je suis assez suspicieux vis-à-vis du CAC 40, mais diversification oblige, j'ai quand même j'ai quand même des actions du CAC 40, j'ai des fonds qui sont corrélés au CAC 40, j'ai un ETF qui est lié au CAC 40 et j'ai des actions LVMH dirigées par Monsieur Bernard Arnault. Donc, je critique la collusion entre les politiques et les patrons, mais le système, il est comme ça. Hein. Je n'ai pas la prétention de renverser le système. J'ai des actions LVMH parce que je sais que Monsieur Arnault finalement, pilote M. Macron. M. Macron, il est piloté, il est téléguidé par M. Arnault, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète. Et ça s'explique par cette connivence entre le pouvoir politique français et le pouvoir économique. Elon Musk s'est effondré parce que entre Musk et M. Biden, c'est un peu la guéguerre. Ils ne peuvent pas se voir. Donc évidemment, M. Biden ne fera rien pour aider Elon Musk. On a vu l'effondrement de la fortune d'Elon Musk et aussi de Jeff Bezos et des autres. Ce qui n'est pas le cas en France. Pas le cas en France. Emmanuel Macron, pour le moment, tant qu'il est là, il fera tout pour que LVMH, tout ça, puisse faire son business tranquillement. Voilà, donc si jamais par contre vous pensez, parce que certains le pensent, hein, par exemple Philippe Fabry, qui est un historionome que j'apprécie beaucoup, je suis d'accord d'ailleurs avec beaucoup de ses analyses, monsieur Philippe Fabry pense que Emmanuel Macron va dégager courant de l'année 2023. Ça, il l'a dit, hein, il l'a dit dans ses vidéos, pense que la position de monsieur Macron va devenir intenable et qu'il va se faire dégager. Si vous pensez ce scénario, moi, ce n'est pas forcément mon cas. Je ne suis pas d'accord avec ce scénario parce que je pense que les Français, une partie de la population, finalement, se réjouit de M. Macron, finalement, entre les petits chèques par-ci, par ça, finalement, se contente de ce que Macron fait. Donc moi, je ne crois pas à une révolution nationale, mais c'est mon point de vue personnel. Par contre, si vous pensez qu'il va y avoir une révolution nationale, que Emmanuel Macron va tomber, alors là, il faut vite vendre les actions LVMH parce que si Macron saute, il faut être sûr que la fortune de M. Bernard Arnault, elle va être divisée par 2 ou par 3. Hein. Parce que, évidemment, Bernard Arnault, il est proche de Emmanuel Macron. Si vous pensez que le gouvernement va tomber, qu'il va y avoir une chute du gouvernement français, comme le pense Philippe Fabry, alors ce n'est pas mon scénario, alors là, la fortune de Bernard Arnault va subir le même sort qu'a subi la fortune de monsieur Jeff Bezos ou de monsieur Elon Musk. Et enfin, dernier point à surveiller hein, pour moi, pour l'heure, mes pertes sur le gaz naturel sont amorties par le fait que le gaz est en situation de backwardation. Mais à partir de mars, si rien ne change, le gaz passera en situation de contango et du coup, mon rollover va devenir négatif. C'est un peu ce qui m'inquiète sur mon portefeuille. C'est pas tant le fait que j'ai des pertes sur le gaz, c'est le risque que le gaz passe en situation de contango. Et c'est ça que je surveille. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Voilà, je termine mon point de marché pour vous souhaiter à toutes et à tous encore une excellente année 2023, pleine de bonheur pour vos proches et pour vous, en espérant qu'elle soit prolifique. Voilà, moi en tout cas, je vous donne rendez-vous à dans une semaine pour un nouveau point
de marcher. Et d'ici là, je vous souhaite, là encore, une très bon début d'année. Et pour les joueurs de Zelda, hein, puisque c'est le titre de cette vidéo sur Zelda, bah écoutez, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec Zelda, hein. Je crois il va y avoir un nouveau Zelda qui sort. Il y a un très beau livre sur Zelda aussi, hein, qu'on m'a offert en cadeau. Voilà, bah, pour les amateurs de Zelda, faites-vous faites-vous plaisir et s'il vous plaît, n'allez pas combattre directement le boss de fin de partie. Profitez-en pour vous faire un arsenal de guerre. Voilà un peu pour ce clin d'œil. Je vous souhaite un bon week-end, un très bon début d'année et je vous retrouve fin de semaine prochaine. À bientôt les amis. Salut.